Bonjour et merci de votre accueil. Alors deux, trois mots sur la fédération qui est un petit peu originale dans le paysage social puisque c'est une fédération qui regroupe simultanément les contenus et les contenants, une fédération intégrée et donc d'une certaine façon on n'est pas là pour représenter des corporatismes mais pour essayer déjà de venir avec un minimum de synthèse sur l'ensemble des acteurs du secteur pris au sens large. Euh, Évidemment, en tant qu'organisation syndicale, l'emploi est évidemment au cœur de nos préoccupations, surtout en ce moment. Mais par ailleurs, tout ce qui est modèle économique, tout ce qui est financement, nous intéresse. Et d'ailleurs, nous sommes membres fondateurs, mais comme les prédécesseurs qui sont venus ici, de l'Axel, l'association sur la création et la culture à l'ère du numérique. Deux, trois éléments sur le champ qui nous intéresse aujourd'hui. De 2005 à aujourd'hui, il y a eu des conventions collectives étendues qui ont été mises en place et signées pour l'ensemble des salariés du secteur, sauf sur deux champs, la production cinéma, où il y a quelques débats un petit peu compliqués en cours, et puis surtout sur le champ de l'audiovisuel, où il n'y a aucune couverture conventionnelle étendue, globale et cohérente. Ce qui va nous amener à la question des contrats courts, puisque d'après l'étude de l'ACOS, que tout le monde connaît, j'imagine, de décembre 2011, ce qu'on voit, c'est une explosion des contrats courts, en particulier dans nos secteurs. Donc ça nous mène, mais c'est un peu la négociation qui a lieu actuellement sur l'emploi, qui est conduite par la Confédération, à demander l'encadrement des contrats atypiques par des accords de branche étendus. Si on laisse, comment dire, par une définition assez générique dans le Code du travail ou dans des accords interpro généralistes, le fait de pouvoir faire des accords atypiques de type CDD d'usage, ça va continuer à s'étendre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur la période précédente. Il faut qu'il y ait impérativement un encadrement par accord de branche, que les branches prennent leurs responsabilités, définissent bien quels sont les types de métiers qui peuvent avoir accès ou non au CDD d'usage, puisque dans les secteurs de la culture, il y a nécessité dans un certain nombre de cas d'utiliser les CDD d'usage, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres cas où par contre ce sont des emplois par nature pérennes. On pourrait prendre des exemples du côté de l'audiovisuel par exemple, où bien entendu il n'y a pas nécessité de contrat d'usage. Et il faut voir aussi comment on articule, y compris dans un secteur où il y a besoin de contrat d'usage, un volume de contrat d'usage donné et un volume de CDI stable. Après, ce qui va nous intéresser en tant qu'organisation syndicale, c'est évidemment des aspects autour du financement de la création, mais aussi en regard de ça, de la rémunération des créateurs, des artistes, des techniciens, etc. etc. On sait qu'il y a un certain nombre de dispositifs, je peux penser au numérique, qui ont été mis en place, qui, à ce jour, n'ont pas de répercussions sur la rémunération réelle des créateurs, des artistes ou des techniciens, sans citer d'entreprises qui sont allées s'installer au Luxembourg et qui font du téléchargement parfaitement légal, étant donné qu'ils se sont installés en Europe, mais ailleurs qu'en France, et qu'on n'a pas aujourd'hui de retour vers la France de tout ce qui est taxation du fiscal et du parafiscal, évidemment, ça pose là-dessus la question de la rémunération des créateurs et des artistes. On voit autre source de préoccupation pour nous avec le numérique, mais plein de gens ont parlé autour de ça. Il y a un changement des pratiques culturelles, ça doit amener à regarder l'évolution du financement. Tout n'est pas négatif avec le numérique. On voit que les pratiques culturelles hors domicile se développent. On peut parler de la fréquentation des salles de cinéma, on peut parler de la fréquentation des expositions, pour ne prendre que deux exemples, mais en même temps, on voit bien que ça change les circuits de financement et qu'il faut réfléchir à ça, parce que sinon, on va avoir un problème et avec le financement de la création et avec la rémunération des créateurs et des artistes. Par contre, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui existent au jour d'aujourd'hui. On peut penser au CNC. Il ne faut pas casser la machine qui fonctionne d'une certaine manière. On peut la réformer, on peut regarder voir effectivement un certain nombre, entre guillemets, d'excédents budgétaires
regarder voir comment est-ce qu'on peut les affecter, mais il ne faut pas casser la machine. Sur la question des intermittents, parce que j'imagine que vous viendrez sur ce sujet, alors au jour d'aujourd'hui, cette question est liée à deux choses. D'une part, la négociation en cours sur l'emploi et l'emploi précaire en partie. Donc, d'une partie de cette négociation et de la capacité d'encadrer notamment les contrats courts, d'avoir une cotisation dégressive en fonction de la durée réelle des contrats, enfin de la durée réelle de l'emploi, d'autre part, de l'encadrement par les branches, j'en ai parlé tout à l'heure, des contrats d'usage ou des contrats atypiques, c'est-à-dire hors CDI standard. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent cadrer la question de l'intermittence. La deuxième chose, mais ça n'est qu'une seule chose, la deuxième chose évidemment, c'est la négociation sur l'assurance chômage, mais qui n'aura lieu que courant 2013. Ce qu'on peut dire comme ça globalement, pour le faire court, c'est que l'intermittence a un financement qui repose trop sur l'UNEDIC en volume. On voit bien qu'il y a entre guillemets un déficit qui s'aggrave. D'autre part, le régime UNEDIC, en raison de la hausse, je regardais les chiffres de l'emploi ce matin, de la hausse du chômage, on comprend bien que l'UNEDIC va finir par plus avoir les disponibilités budgétaires pour financer l'intermittence, en sachant que le tort originel de ce système, c'est que, d'une certaine façon, il n'y a que les salariés du privé qui contribuent à ce financement, ce qui pose un problème d'équité sociale, enfin sociétale, si j'ose dire, puisque la culture doit être financée, mais elle doit être financée par l'ensemble de la nation. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut réformer le régime. Nous, en tant qu'organisation syndicale, ce qui va nous préoccuper, c'est tous ces professionnels de la culture et du spectacle dont les revenus sont très inférieurs au salaire minimum de branche. Ça va être notre préoccupation. Parce qu'on parle beaucoup des abus, mais il y a aussi toute la pauvreté qui existe, qui est générée par la mécanique. Et donc on a beaucoup de professionnels dont le revenu est inférieur au salaire minimum de branche. Et nous, il nous semble que ça n'est pas convenable. Évidemment, en tant qu'organisation syndicale de salariés, ce qui nous préoccupe dans ce secteur-là comme dans d'autres, c'est que les salariés, les professionnels en général, arrivent à atteindre le salaire minimum tel qu'il est défini pour leur profession. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Évidemment, tout ça, ça implique de travailler autour d'une mécanique financière. Aujourd'hui, on parle un petit peu sur du sable, puisqu'on n'a pas d'éléments techniquement chiffrés. Il y avait eu, au tout début, il y a eu un vrai suivi de l'accord UNEDIC derrière 2003, mais on voit bien que cette habitude de suivi s'est un petit peu perdue dans les sables. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable d'apporter des chiffres qui ont une base réelle sur le nombre de salariés, par exemple, qui ont une activité qui rentre dans le régime de l'intermittence et dont le revenu est très inférieur au salaire minimum. On sait qu'il y en a, on sait qu'il y en a de plus en plus, mais on n'est pas capable aujourd'hui de le quantifier exactement. Mais on voit bien qu'il faut créer une mécanique pour transférer une partie de ce financement depuis l'UNEDIC vers autre chose. Et cette autre chose, à notre point de vue, c'est ce qu'on appelle les bénéficiaires finaux du système de l'intermittence. Alors, on pourrait les appeler donneurs d'ordre dans un autre système, dans une autre mécanique économique, mais il y a quand même des acteurs économiques et sociaux qui bénéficient du fait que l'intermittence existe et ils doivent contribuer au financement de l'intermittence parce que, à la limite, ils pourraient être, j'allais dire, très purs de leur point de vue, puisqu'ils ne portent pas nécessairement eux-mêmes les intermittents. Un certain nombre en portent, ils ne le portent pas tout à fait intégralement, notamment parce que se sont développés, je peux penser à la production audiovisuelle, un certain nombre d'entreprises dans le métier et de faire de la production. Donc évidemment, les diffuseurs sont, même s'il continue à y avoir un certain nombre de dérives, ils sont moins en première ligne aujourd'hui qu'il y a 10 ans, même s'ils restent quand même en première ligne. Et puis dans les autres bénéficiaires, il y a quand même l'État, les collectivités territoriales qui ne peuvent organiser un certain nombre d'événements que si
il existe des intermittents. Il n'est pas possible d'organiser un festival s'il n'y a pas d'intermittents. Donc on n'est pas là, c'est pour ça que je fais bien la séparation avec l'abus. C'est normal que dans un festival qui est très ponctuel, il y ait des intermittents. Mais en même temps, on ne peut organiser les festivals que s'il y a de l'intermittence. Donc il faut vraiment se poser la question de la contribution au financement. Voilà de mon point de vue. Alors, on n'a pas chiffré, il n'y a pas de chiffrage comme ça, mais si le déficit de l'UNEDIC sur l'intermittence est de l'ordre d'1 milliard d'euros, la mécanique de transfert, elle est forcément de l'ordre de, on va dire, 500 millions d'euros, pour donner un chiffre, mais c'est vraiment pour donner un chiffre et un ordre de grandeur, il faudrait des études et un certain nombre de dispositifs plus avancés. C'est quoi la mécanique de transfert là? Et tout d'un coup, si on veut, sur la négociation de l'intermittence, si on veut permettre de pérenniser le régime sur le long terme, à un moment où il n'échappera à personne que l'UNEDIC va être plus en déficit. Il y a beaucoup plus de chômeurs, donc beaucoup plus de gens. Mais là, on est d'accord. On peut même dire, personne ne le dit, mais on peut même dire que l'intermittence, si on prend le déficit de l'UNEDIC, c'est financé à crédit, quoi. Mais peu importe. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais ce qu'il faut arriver à créer, c'est une mécanique qui permette de sécuriser le financement de l'intermittence et qui ne passe pas intégralement par l'UNEDIC. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faudra bien... C'est-à-dire trouver une autre recette. Il faut trouver une autre recette. C'est-à-dire ne pas chercher uniquement une logique qui pourrait être d'un meilleur équilibre au sein de l'UNEDIC, mais trouver une autre recette externe. Absolument. La réforme de l'UNEDIC va se concentrer forcément sur ce qu'on appelle communément les abus. Donc les gens qui abusent, les gens qui pourraient faire autrement. Mais en même temps, on est obligé de constater que dans ce secteur, je prenais l'exemple des festivals, il est normal qu'un festival qui a lieu 15 jours, un mois dans l'année, emploie de l'intermittence. Donc on n'est pas dans l'abus. On est comment est-ce qu'on peut financer cette pratique culturelle qui est légitime et dont l'usage du contrat, du CDD d'usage est légitime également. C'est ça la question qui est posée de ce côté-là. Et ce qu'on dit, nous, à ce moment du débat, c'est qu'on peut faire une évaluation comme ça, mais qu'on a besoin d'éléments quantitatifs pour pouvoir le mesurer plus précisément. Peut-être que